Bon, alors depuis bientôt 500 ans qu'on lit Nostradamus, vous savez qu'on lui a fait dire un peu tout et n'importe quoi. Ça n'est rien d'extraordinaire puisque lui-même a déclaré dans sa préface qu'il écrivait son texte avec des phrases obscures et perplexes. Et ceci pour un objectif très simple, pour ne pas risquer de donner des perles aux cochons. Ce sont ses mots mêmes. Alors évidemment, les cochons n'ont peut-être pas aimé beaucoup ça, et ils s'en sont donnés à cœur joie. D'où les interprétations les plus fantaisistes et quelquefois les plus farfelues. Alors, ce que, pour ma part, je pense, c'est qu'il ne faut pas oublier que nos élèves des classes primaires ont un adage que j'aime pour ma part: quand on ne sait pas, on ne souffle pas. Donc, l'essentiel, c'est de savoir, d'essayer de savoir un peu ce qu'il y a dans les textes de Nostradamus. Et je voudrais qu'on essaye de procéder un peu comme les archéologues qui se trouvent devant les vestiges d'une civilisation plus ou moins disparue et qui essayent de comprendre des textes à première vue incompréhensibles. C'est pourquoi je voudrais placer ces quelques réflexions sous trois signes: des savoirs, des présomptions, des hypothèses. Il y a des trois dans Nostradamus. Quels sont les savoirs ? C'est-à-dire quels sont les signes qu'on trouve chez Nostradamus? Et bien entendu, ce sont d'abord des mots. Et ces mots, ce sont les mots qu'on utilisait au XVIe siècle, pas à notre époque. Donc lire Nostradamus avec le petit Larousse ne me paraît pas une des formules les plus heureuses. Prends deux exemples très rapidement. Nostradamus, à certains moments, plusieurs fois même, parle de triplicité. À un moment donné, il parle de la triplicité aquatique. Un commentateur a cru repérer là l'Irak, avec le fleuve, le Tigre, l'Euphrate et le golfe golfe Persique. Pardon, je m'affolie. Eh bien, utile de vous dire qu'il n'est pas question de ça. La triplicité aquatique, c'est un terme que tous les astrologues connaissent bien. Il était utilisé au XVIe siècle, il est encore aujourd'hui. Il désigne les trois signes d'eau, du Cancer, du Scorpion et des Poissons. Autre exemple, dans un quatrain, il parle des labouriers. Et les commentateurs s'en sont donnés à cœur joie en évoquant la culture, les cultivateurs et les labours. Pas de chance. Au XVIe siècle, les labouriers désignent une cérémonie religieuse, ce qu'on appelle aujourd'hui la cérémonie de bout de l'an, qui était célébrée à la fin de l'année en mémoire d'un des disparus de cette année. Donc, si on veut s'appuyer sur un savoir des mots, il faut que ce savoir soit celui des mots du XVIe siècle. Même chose lorsqu'il s'agit de lieux. Nostradamus parle de Villeneuve et on a cru y voir New York. Pas de chance. Villeneuve, c'est la traduction du latin Néapolis, et au XVIe siècle, Néapolis, c'est le nom latin de Naples. Et le quatrain où il en est question parle de ce qui s'est passé à Naples. Nostradamus parle à plusieurs reprises de Mésopotamie. Mésopotamie, en grec, ça veut dire région qui est placée entre deux fleuves. Et quand Nostradamus en parle, et nous en avons des textes de lui-même où il s'explique, il ne s'agit pas non plus du Moyen-Orient, il s'agit de la région qui est comprise entre le Rhône et la Durance et qui est tout près de Salons, où il vivait lui-même. Les signes, donc les mots, la langue, le latin et le grec, mais aussi les livres. Car Nostradamus lisait beaucoup. Il a même dit qu'il avait brûlé un certain nombre de livres, on ne sait d'ailleurs pas très bien lesquels, avant de publier ses œuvres. Eh bien, on trouve dans Nostradamus de véritables citations de livres. Le fameux quatrain de Varennes, où on a cru voir l'histoire de Louis XVI et de Marie-Antoinette, où il est question de Varennes, de Vautorte, de la Pierre Blanche, d'Ernée, 4 villes qui sont situées, 4 villes, disons 4 localités, qui sont situées à quelques kilomètres les unes des autres dans la Mayenne. Il faut le savoir, parce que Nostradamus se servait des livres qu'on publiait à son époque, et en 1552, Charles Étienne a publié un livre qui s'appelait La Guide des chemins de France, dans laquelle il décrit le pays, qu'est la France à cette époque-là, d'une manière géographique et historique. Et ces 4 localités dont je viens de vous parler font l'objet très précisément de l'itinéraire numéro 137 que vous trouvez dans ce livre.
On pourrait multiplier les exemples. Dans le domaine de l'astrologie, puisque nous sommes sous le signe de l'astrologie, Nostradamus utilise les travaux d'un de ses contemporains, Richard Roussat, le chanoine d'Auxerre, qui a publié en 1550 un livre qui a eu beaucoup de retentissement, qui s'appelle « De l'état et mutation des temps ». Il y a des quatrains de Nostradamus qui sont la paraphrase, texte pour texte, des termes de Richard Roussat. Un dernier exemple encore, peut-être, si vous voulez, dans ce domaine, c'est celui du Mirabilis Liber, ce livre qui est un recueil des prophéties du passé, paru en 1522, et auquel Nostradamus emprunte de nombreux exemples prophétiques. Bon, tout cela nous montre que si on ne connaît pas bien le XVIe siècle, on peut difficilement parler d'un écrivain qui, lui, est un homme du XVIe siècle. Il n'y a pas que les mots, la langue, les livres, il y a aussi l'actualité. Nostradamus était très au courant de cette actualité et de nombreux quatrains, si on les lit bien, se réfèrent à des événements de Nostradamus, contemporains de Nostradamus. Je ne vais pas vous en citer des quantités, je vous en donne un à titre d'exemple. C'est le quatrain, attendez que je le reprenne bien, voilà. Dans la deuxième centurie, à Tours, Jean, garde seront lieu percutant, pénétrant, pardon, je lisais mal. La Tour Jean, beaucoup de commentateurs se sont dit de quoi s'agit-il. Alors, dans ces cas-là, ils font ce que font beaucoup de commentateurs, ils changent le texte. Ils disent, il n'a pas écrit Jean, il n'a pas écrit Jean, il a écrit Guyen, Guyen, Guyenne. Oubliant que la tour Jean était bien connue des contemporains de Nostradamus, c'est une des tours qui était à l'entrée du port de Marseille. Une des deux tours, il y avait la tour de Bouc et la tour Jean. Et le quatrain que je viens de vous commencer à vous lire relate l'arrivée de la future Catherine de Médicis pour son mariage avec Henri II. Cette femme, que Nostradamus appelle la grande sirène, si vous lisez les commentaires de l'époque, vous apercevez que ce mot, la grande sirène, c'est le terme que l'on donnait d'une manière pas toujours très aimable pour désigner Catherine de Médicis. Bon, voilà quelques exemples. Je ne peux pas m'attarder, j'ajouterai simplement que sur le plan de la méthode, il ne faut pas simplement se contenter de ces exemples, il faut aussi les recouper entre eux. Lorsqu'un juge d'instruction recueille un certain nombre d'indices, il sait très bien qu'un indice, c'est rien. Testis unus, testis nullus. Mais lorsqu'il y a plusieurs indices qui se recoupent, eh bien, à ce moment-là, on quitte peut-être le domaine du savoir, mais on entre très directement dans celui des présomptions. Et vous avez de très nombreux quatrains de Nostradamus où l'on voit se dessiner un sens si on tient compte du fait que chaque vers du quatrain est un indice qui se recoupe avec les autres. Et l'astrologie est à cet égard un domaine magnifique pour Nostradamus, puisqu'il nous donne des positions de planètes, et que les positions de planètes nous donnent des dates. Oh, des dates qui sont quelquefois très vagues. Si je vous dis le Soleil était dans le Scorpion, bah, ça se produit une fois par an. Si je vous parle de Jupiter, c'est déjà un tout petit peu plus précis, parce que ça ne se produit que tous les 2 ans et demi. Et puis si je vous parle de Saturne, alors là, ça devient beaucoup plus précis, parce que Saturne ne parcourt le zodiaque qu'en un peu plus de 29 ans. Et si je ne me contente pas d'une planète, mais si je vous donne les positions de 2, de 3, de 4 planètes, les positions simultanées, on s'aperçoit à ce moment-là que la présomption est très voisine d'un savoir. Alors bien sûr, de là, il faut glisser à un troisième domaine qui est beaucoup moins sécurisant, qui est celui des hypothèses. Dans le cas que je viens de vous indiquer, les présomptions sont telles qu'on est presque voisin des certitudes. Dans d'autres cas, lorsqu'il n'y a justement que peu d'indications astrologiques, qu'on vous dit c'est l'année des grandes pluies, ou qu'on vous dit c'est l'année de la canicule, il n'y a pas eu qu'une année où il y a eu des grandes pluies et de la canicule.
Et à ce moment-là, on est amené évidemment à entrer un petit peu dans le domaine des hypothèses. Seulement, lorsque c'est une hypothèse, je pense qu'il faut dire que c'est une hypothèse et qu'elle a une certaine probabilité de véracité. Elle ne l'est pas à 100%. Et c'est ce qui nous amène à passer des savoirs, des présomptions et des hypothèses à celui des mystères. Il y a des mystères de Nostradamus. Bon, je me suis beaucoup intéressé à Nostradamus, bien sûr, mais je n'ai pas tout résolu, loin de là. Il y a des tas de questions pour lesquelles nous n'avons pas de réponse et à peine des hypothèses. On a toutefois quelques faits sur lesquels il faut s'appuyer. Et il y a deux questions qu'on pose à propos de Nostradamus et qui n'ont pas jusqu'à présent reçu de réponse certaine, ni même peut-être probable. Pourquoi Nostradamus, qui depuis 1550 écrivait chaque année des almanachs qui se vendaient très bien, a-t-il éprouvé le besoin d'écrire des centuries? Quel était son propos? Quelle était son intention? Pourquoi écrire des centuries alors que tous les ans, il publiait avec beaucoup de succès des almanachs? Alors, sur quel fait peut-on s'appuyer? Ben, il y a un fait qu'il faut retenir, que Jean Dupeb, qui a édité les correspondances de Nostradamus, nous signale, c'est que en 1561, Nostradamus a dû quitter Salon de Provence. Il a dû quitter Salon de Provence parce qu'il était suspect de protestantisme. Et on sait, on en a les documents, qu'il s'est réfugié à Avignon. Et même qu'il a été arrêté à Avignon sur l'ordre de Charlemagne, de Charles IX, qu'est-ce que je dis Charlemagne, sur l'ordre de Charles IX par le lieutenant de police, le lieutenant général de Provence, qui a écrit, après l'avoir arrêté à Charles IX, une lettre assez amusante pour nous, où il dit « J'ai arrêté Nostradamus comme vous me l'avez dit, qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse ?» Était-ce pour le protéger ou était-ce pour le sanctionner? Nous n'avons pas de réponse, si ce n'est que 2 mois après, Nostradamus était libéré. Seulement, ce qu'il faut retenir de cette petite anecdote, c'est que Nostradamus était, dans son milieu, suspect de protestantisme. Or, si vous lisez les centuries de Nostradamus, vous verrez qu'elle présente tous les caractères d'un catholicisme intégriste. Alors peut-être y a-t-il là une hypothèse selon laquelle Nostradamus aurait écrit des centuries, entre autres, pour se donner une image